conclure que les antennes relais ne présentaient aucun risque pour les riverains. Pourtant, ici à Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône, la justice en a décidé tout autrement. Cet après-midi, des techniciens démantèlent un pylône alors que les antennes relais émettaient parfaitement dans les normes. C'est Florence Lagouge, appareil photo à la main, qui est à l'origine de la plainte. C'est un moment historique là. Oui, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. Cette antenne relais Bouygues Télécom disparaît de son paysage après 5 ans de combats acharnés. C'était une étape de notre vie et vraiment on a lutté contre cette antenne. On a eu la chance d'avoir ce qu'on voulait aujourd'hui, qu'elle se démonte. Mais ça n'a pas été gagné d'avance et ça a été un dur combat. Et tous les riverains d'antenne peuvent vous le dire. C'est pas facile et c'est vraiment une violation de sa propriété que d'avoir ça qui s'installe à proximité de chez soi. Ils en sont où là? Ça y est, ils l'ont posé. Ses voisins avaient négocié avec l'opérateur l'installation du pylône dans leur jardin contre rémunération. Selon nos estimations, un emplacement d'antenne relais peut se louer annuellement entre 3 000 et 40 000 euros en fonction de la rareté des sites et de la densité urbaine aux alentours. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'on était en très bon terme avec nos voisins. Et ce qu'on a trouvé un petit peu fort, c'est qu'ils ne nous ont absolument pas prévenus. Mais c'était quoi l'intérêt pour eux en fait? Ils avaient signé un bail de 15 ans, donc 15 ans, une grosse somme tous les mois. Bon, bah écoutez, oui, effectivement, on peut comprendre que ça fasse fléchir. Les Lagouges craignent pour leur santé. Ils décident d'attaquer l'opérateur pour tenter d'obtenir le démontage. Voilà le dossier, ou du moins une partie du dossier. Et ces photos là, c'est quoi? Alors ça, ce sont les photos qu'on a prises à la construction de l'antenne. Mais ça ressemble à un sapin. Il a été maquillé en sapin, ce qui fait que j'avoue que c'est beaucoup moins agressif qu'une antenne classique. La famille gagne en première instance, Bouygues Télécom fait appel et les Lagouges gagnent de nouveau en appel. Le tribunal a estimé, s'agissant du risque sanitaire, que exposer son voisin contre son gré à un risque certain et non pas hypothétique comme prétendu en défense constitue un trouble de voisinage dont le caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Écarter le risque dans le cas présent ne peut s'obtenir que par l'enlèvement des installations. Voilà. Donc il nous donnait raison, effectivement. Il pense que, compte tenu des conclusions des scientifiques, on est en droit de se poser la question. Et si on est en droit de se poser la question, on n'a pas le droit de nous l'imposer. Et en quoi ce jugement est si important que ça, en fait? Ce que le gouvernement ne faisait pas, ce qu'une loi ne faisait pas, le juge l'a fait. Le combat de Florence Lagouge, c'est Richard Forget qui l'a remporté. Cet avocat spécialiste des antennes relais est devenu la bête noire de l'industrie de la téléphonie mobile. Il collectionne les plaintes contre tous les opérateurs. Ça, c'est tous les dossiers d'antennes relais qu'on traite au cabinet qui concernent à peu près tous les opérateurs. Vous avez le trio là Le trio complet, tout le monde est là. Vous pouvez nous montrer quelques noms d'opérateurs? Vous avez SFR, Bouygues, Orange, SFR et Orange, Bouygues. Vous avez là, il s'agit des 3 opérateurs aussi. Lorsque les Lagouges gagnent en appel en 2009, Bouygues Télécom ne désarme pas, l'entreprise se pourvoit en cassation. Mais quelques mois plus tard, l'opérateur renonce à aller au bout de la procédure, craignant que cette affaire ne fasse jurisprudence. Une surprise pour Maître Forget. On était assez serein, on espérait d'ailleurs qu'il y ait une décision. Et 1 an après, Bouygues, sans réellement s'expliquer, va se désister de ce pourvoi. Donc en fait, ils ont préféré perdre sur un dossier avec un démontage d'antenne que prendre le risque qu'il y ait plusieurs démontages d'antenne si par exemple vous gagnez en cassation et que ça faisait jurisprudence. C'était ça leur crainte. Oui, je pense que c'était ça leur crainte. Bon, encore une fois, je n'ai pas pu lire les échanges de mes confrères avec leurs clients, mais je pense que c'est ça qui a dû prévaloir. Il faut savoir qu'installer une antenne, c'est très compliqué. La démonter, ça prend aussi un peu de temps et beaucoup d'argent. Trouver des nouveaux sites, c'est
je dirais pas que mission impossible, mais c'est très difficile, surtout depuis l'hyper-médiatisation de ces problèmes liés aux antennes relais au téléphone portable. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas envie que tout cela se répande comme une traînée de poudre sur tout le territoire et qu'on compte les antennes les unes après les autres qui seraient démontées. Les assurances, elles, leur position, elle est claire. À partir du moment où ils indemnisent un risque, ils veulent pouvoir le mesurer, ce risque. Et dans la mesure où aujourd'hui on ne sait pas de quoi sera fait demain, et peut-être que nous aurons des légions d'électro-hypersensibles, peut-être que nous aurons des légions d'enfants malades, eh bien ça fait qu'aujourd'hui les assurances refusent d'assurer. Qui dit industrie puissante dit moyens financiers puissants, bien évidemment, et dit des moyens pour financer des labos. Dès lors que vous avez une étude qui va conclure à la dangerosité, vous allez avoir une réplique qui va être faite par des labos plus ou moins financés par des industriels de la téléphonie mobile, qui va dire le contraire. Et en fait, nous sommes dans une situation aujourd'hui où toute étude montrant une dangerosité est quasi systématiquement contredite par une étude qui est menée quelques temps après par une équipe financée par des opérateurs ou d'autres industriels de la téléphonie mobile. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas de risque, mais c'est nier l'évidence, c'est un mensonge infâme d'État qui est mis en place pour vous dire circuler, il n'y a pas de problème. Le tabac et l'amiante, c'est à peu près similaire. Depuis longtemps, on se doutait qu'il y avait une toxicité. Puis, les lobbies, dans leur technique habituelle, ont introduit le doute, à savoir 1, 2, 3 études qui ne confirmaient pas les autres études. Et ils ont mis les moyens pour permettre que ces produits ne soient pas révélés cancérigènes au bout de dizaines d'années. L'amiante, figurez-vous que c'est au début du XXe siècle qu'on s'est aperçu que c'était déjà toxique. Et puis en France, on a ce défaut, comparé à d'autres pays, notamment les Américains, d'interdire beaucoup plus tard. Les craintes souvent sont malheureusement fondées et on s'aperçoit que même on n'a pas assez légiféré, encore une fois comme l'amiante. On s'est aperçu dans un premier temps que c'était dangereux, on a fermé les yeux, on n'a rien dit. 70 ans après, on se dit ah ouais, effectivement c'est quand même très dangereux, donc on va légiférer, on va limiter l'exposition à l'amiante pour se dire in fine en 96, ben non en fait c'est pas jouable, la technologie, enfin l'amiante en elle-même est un produit nocif dont on ne peut plus se servir malgré les bienfaits, malgré ce que ça a apporté. Et donc, peut-être qu'effectivement, dans quelques temps, on se dira, bah non, la téléphonie mobile, en tout cas, ces ondes pulsées, là, c'est pas viable, on peut pas s'en servir. Je rajouterai le scandale sanitaire des microparticules, du haut diesel, qui était au départ cancérigène possible, puis cancérigène probable, et maintenant cancérigène certain, avec 42 000 morts prématurées par an et des centaines de milliers de gens qui ont des problèmes de cancer, des problèmes respiratoires et des problèmes cardiaques. Et ça fait longtemps qu'on alertait sur ce problème de pollution atmosphérique. Et là, sur les ondes, on retrouve le même processus. L'AFCET, dont on disait qu'elle était irréprochable en 2003 et en 2005, lorsqu'elle donnait des conclusions disant qu'il n'y avait absolument aucun problème, et quand on sait que la plupart des scientifiques qui participaient étaient liés directement ou indirectement au monde de la téléphonie mobile, eh bien là, les conclusions étaient reprises par les députés, reprises par tous les opposants à l'idée d'un risque. Et aujourd'hui, maintenant qu'en 2009, après un changement de directeur, l'AFCET vient vous dire non, on n'est pas tellement sûr, et puis les nouvelles études en plus viennent pas dire ça. Eh bien l'AFCET aujourd'hui est décrié, on dit mais non, l'AFCET ça n'a aucun intérêt, ils disent des bêtises. Comme l'OMS, c'est pareil, l'OMS avant tout le monde vous disiez mais non, l'OMS dit qu'il n'y a aucun problème, et aujourd'hui l'OMS qui vient dire oh, attention, s'agissant des téléphones portables il y a peut-être un problème, on dit mais non mais l'OMS, les industriels vous disent non l'OMS dit des bêtises, l'OMS c'est pas sérieux l'OMS. Mais aujourd'hui je constate moi qu'il n'y a que les intérêts des grands groupes qui sont pris en compte. Point. L'intérêt sur les problèmes de santé, on s'en moque, c'est pas grave, ce sont des gens sacrifiés de la téléphonie mobile. On assiste à une manipulation en disant mais non, ça n'est pas certain, attendons des résultats. Attendons quoi? Attendons les malades et les morts. Donc je crois que le principe de précaution dans ce cas précis, puisque nous ne connaissons pas encore tous les tenants et aboutissants, bien sûr, des effets négatifs des rayonnements électromagnétiques, mais appliquons le principe de précaution, ça ne remettra pas en danger ni l'industrie, qui est tout à fait capable de s'adapter et qui s'est adaptée dans d'autres pays. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés s'agissant de la modernité et qu'eux en font partie et que ce sera les sacrifiés du 21e siècle et que de toute façon ils sont minoritaires et c'est pas très grave, ce qui est véritablement scandaleux.